Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue chez Caribde. On est très heureux d'accueillir ce soir Célia Lévy pour la sortie de son dernier roman, Diwan, 1 kilo de concombre, et aussi pour parler des deux précédents romans, et d'accueillir aussi Sonia Jacob qui va nous lire des extraits de Diwan ce soir. Donc bienvenue à tous. Pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur Diwan, 1 kilo de concombre. Donc c'est le dernier roman qui a été publié début 2014, que tu as écrit donc après un séjour à Shanghai, si j'ai bien compris. Donc dans ce roman, je suis désolée si je prononce mal les noms chinois, on suit un héros qui s'appelle Xiao Fei, qui est un homme d'une 50aine d'années. Donc cet homme vit avec sa famille, notamment avec sa vieille mère, une femme très âgée. Cette femme, on va en parler, elle a l'air de partir en morceaux, elle est un peu comme la maison et comme le quartier dans lequel il vit. Il vit avec ses deux sœurs, Bei Bei et Mei Mei, et avec son neveu qui est un adolescent, j'ai pas bien dit, c'est ça. Et avec son neveu qui est un adolescent qui lui joue aux jeux vidéo et rivé jour et nuit à son ordinateur. Et donc ils sont dans un quartier ancien de Shanghai, qui est un quartier qui est voué à la destruction, qui est situé dans la concession française, quartier très ancien et très emblématique de Shanghai. Donc Xiao Fei, c'est un homme qui ne travaille pas, c'est un rêveur, il est très désœuvré, il a l'air très immobile dans sa vie, il a l'air d'être incapable d'agir, et sa vie va être bouleversée par deux choses. D'une part, l'arrivée de sa cousine qui vit aux États-Unis et qui vient à Shanghai pour apprendre le chinois, et d'autre part, par la menace de destruction du quartier par les spéculateurs, avec les belleteuses qui se rapprochent de plus en plus de la maison pour la détruire. Alors face à ces bouleversements, Xiao Fei, il échafaude des rêves de grandeur, d'amour. Il voudrait être aimé de sa cousine, il voudrait être reconnu comme un lettré, il voudrait être admiré pour ses calligraphies, il voudrait être admiré comme un héros qui résiste à la destruction qui menace le quartier. Et il est toujours en oscillation entre ce fantasme, ce rêve de grandeur et son impuissance, sa colère, son humiliation du fait qu'il arrive à vraiment rien accomplir. Il pense souvent au passé de sa famille notamment, puisque avant l'arrivée des communistes au pouvoir, ses parents c'était des lettrés, donc des gens qui ont été déchus au moment de la révolution culturelle, qui avaient une très belle maison. Et lui, il se rêve en grand homme de cette Chine d'avant, imprégné de culture. Il rêve de cette grandeur, de la grandeur de son père, alors qu'il voit autour de lui disparaître toutes les traces de ce monde d'avant. Donc il y a ce monde qui s'émiette autour de lui, la maison elle-même part un peu à volo, tout a l'air de se déliter. Une des choses qui reste, c'est la cuisine, qui le relie au monde réel, ce plaisir physique de manger, ce plaisir qui reste accessible, au fur et à mesure qu'il y a un écrasement de sa famille et des plus modestes par la société marchande. Donc c'est un récit qui est merveilleux parce que c'est à la fois sur la Chine, la croissance de la Chine, la disparition de ce monde d'avant, mais aussi un récit qui a une portée beaucoup plus large, puisqu'il nous parle de la cruauté des sociétés contemporaines qui sont soumises au pouvoir de l'argent, et dans ce monde où l'individu ne pèse plus grand-chose et peut être finalement écrasé par l'évolution du monde. Voilà. Une brève présentation. Je vous propose maintenant d'écouter une lecture. Juste un tout petit mot, je connais Célia depuis très longtemps. On était amis au lycée, voilà, donc je suis très heureuse et très fière de lire ce roman que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Le temps s'était rafraîchi. Xiao Fei se disait qu'il devait être plaisant de se promener dans la ville la nuit, lorsque tout était paisible, les rues désertes. Il avait lu quelque part que dans les années 20, les intellectuels de Shanghai, à l'exemple des écrivains européens, aimaient se promener la nuit, s'approprier la ville comme des animaux qui furettent dans les recoins sombres. Aujourd'hui, personne ne se promenait la nuit. Il s'imaginait traversant la ville, débarrassé de ses encombrements, libre, perdu dans des pensées confuses qui se mêleraient à l'agencement des rues. Il longerait la rivière, Suzhou, jusqu'aux anciens abattoirs. Les hauts immeubles modernes se fondraient dans l'obscurité. Il n'y avait plus de bêtes dans cet abattoir, mais des cafés branchés et des ateliers pour architectes étrangers. Il s'amusa à penser aux architectes allemands ou américains entourés de cadavres de veaux et de vaches. Dans le dédale des ruelles pauvres, des habitants joueraient aux cartes dans
Dans le dédale des ruelles pauvres, les habitants joueraient aux cartes et mangeraient sur des tables de fortune au milieu de trognons de choux. Un chat au corps souple et au pelage bigarré dévorerait une souris dans un craquement de dents. Des hommes fatigués traîneraient leurs chaussures usées jusqu'aux enseignes lumineuses des salons de massage louches. Les vendeurs de cigarettes, cerbères de la ville, parleraient sur le pas de la porte de la condition des hommes, de misère et de maladie. Il y aurait sûrement un vagabond, aux cheveux dressés sur la tête en quête de nourriture. Il aurait un long manteau troué, la peau noire et rouge. Il y aurait 2 amants honteux, cherchant un endroit où abriter leurs amours clandestines. Puis petit à petit, les rues s'élargiraient, laissant place aux immeubles de pierre et de verre surmontés de balcons en fer forgé de style colonial du quartier Huangpu. Une succession de maisons rococo et de hauts immeubles sévères en briques ouvrirait la perspective vers l'embarcadère. Il se plongerait dans l'univers cosmopolite et sulfureux des années folles. Peut-être oserait-il entrer dans le club de jazz de la rue Fuzhou, où de jeunes occidentaux buvaient du whisky au son des tubas et des saxophones. Le Bund s'offrirait à lui, dépeuplé. Il imaginait, près de 100 ans plus tôt, Lu Xun et Sun Xingling, discutant de politique et de littérature, se tenant le bras tandis qu'un marin ivre noyait son chagrin avec une putain. Les clameurs de la rue Nanjing se feraient entendre. Des hommes débauchés sortiraient en titubant de quelques cafés borgnes. Les bateliers, déchargeant leurs marchandises, chanteraient une complainte. L'odeur de vase du fleuve distillerait une atmosphère mélancolique de joie factice, d'insouciance fanée. Les arbres formeraient des bouquets touffus tout le long de la promenade. Dérisoires et grands à la fois, ils renforceraient la poésie de la ville. Ils porteraient en eux le savoir-vivre et la décadence d'un monde qui n'en finissait pas de mourir. Les arbres. Dernier hommage de la ville au plaisir, contempleraient les ultimes soubresauts de la civilisation. Dans ce râle triste et beau, Xiao Fei se dirait qu'ils évoquaient les peintures impressionnistes qu'il avait vues dans des livres d'art de la grande bibliothèque. Le Huangpu s'étendrait comme la promesse d'un avenir, tout à lui. L'eau noire absorberait ses tourments un à un. Il se regarderait dedans et peut-être pourrait-il voir, dans la profondeur insondable du fleuve, les montagnes blanches de la Jungfrau et de l'Eiger l'appeler à elle. Cette nuit-là, Xiao Fei fit un rêve étrange. Il marchait dans les ténèbres sur un chemin de montagne, un large sentier bordé de sapins. L'air était piquant, sans impureté. Il pénétrait tous les pores de la peau. Il lui descendait jusque dans les pieds, ses poumons en étaient gonflés. Il se sentait vigoureux comme un jeune homme. Il foulait la neige fraîche qui était vaporeuse comme un voile. Un petit train passait, éclairant pour un court instant la vallée en bas. C'était un train jaune et rouge qui ressemblait à ceux des jeux de construction de son enfance, un de ces trains qu'on ne voyait plus. Il s'enfonçait silencieusement dans la forêt. Il continuait à marcher, le paysage ne changeait pas, le chemin allait tout droit. La neige crissait sous ses pas. Les montagnes étaient partout, pourtant à cette heure tardive il ne pouvait pas les voir. Il devinait leur présence. Cette masse de roches et d'eau, ces formes précises et froides. S'il foulait du pied l'une d'elles, il n'arrivait qu'à en saisir l'idée. Leur matérialité lui échappait. Il se trouvait dans un lieu géographique abstrait, où le temps n'était plus fonction de l'espace qu'il parcourait, mais d'un ensemble de figures géométriques aussi étranges qu'insaisissables. Il n'y avait ni lune, ni étoile, ni nuage dans le ciel. Le ciel se confondait avec la terre touchait le ciel. Il se sentait écrasé par ces deux entités. Il distingua un bruit léger, un son bas, comme la voix de la montagne, une voix rauque de jeune fille,
qui aurait pu être celle de sa cousine. Elle l'appelait « Xiaofei, Xiaofei ». Puis, cela devenait un grondement, dont les échos faisaient trembler la montagne. Une vague blanche s'abattait sur lui, on aurait dit de la ouate. Xiaofei pensa à Tony Kurtz, qui, emporté par une avalanche, était resté une nuit accroché à une corde sur la face nord de l'Eiger. En se réveillant, Xiaofei se dit que durant son sommeil, il avait rencontré la mort. La pelleteuse faisait un bruit assourdissant. Dans le Lilong d'en face, il ne restait qu'un immeuble au fond, la dernière dent de la mâchoire édentée d'un vieillard. Le professeur Chao et sa femme pleuraient toujours devant l'entrée. Les montagnes ne me suffisent plus, ni les rivières, ni les lacs. J'ai quitté ma mère et mon père. Ils se sont détournés de moi. Je chemine sur les routes sableuses, j'ai perdu ma force. Je reste vaillant et insouciant. Je me moque des hommes. Je n'aime que les bêtes. Ivre, je m'endors dans les fossés. Je me réveille quand j'ai faim. Je mange des fruits, des baies, des jeunes pousses. Je vis dans un demi-jour. La nuit est noire. Je traverse de longues plaines monotones qui ressemblent à des corridors. Je rencontre des hommes qui construisent leurs huttes où ils s'entassent dans la chaleur de leur haleine. Ils attisent un feu incessant qui ne doit jamais s'éteindre. Ils imposent leur volonté à leurs chiens, leurs vaches et leurs chevaux, qu'ils dressent et qu'ils briment. Ils les harnachent pour échapper à leurs conditions de forçat. Ils leur font creuser des sillons inutiles, car ici rien ne pousse. La terre, aride, qui ne connaît ni le soleil ni la pluie, reste stérile. Et partout, ce sont les mêmes hommes, la même terre. Ils se battent entre eux pour une femme, un bout de terrain ou une pomme de terre. Il y a les puissants et les faibles. Les puissants humilient les faibles humilient à leur tour ceux qui leur ressemblent. Ils sont tous égaux dans leurs misérables conditions, mais ils l'ignorent. Ils inventent des armes qu'ils aiguisent. Leur sang coule. Ce sont des lacs de sang que je bois avidement. Il a un goût de fer, le goût de la lance. Les dieux rient et les hommes tremblent. Quelquefois, pour conjurer le mauvais sort et apaiser les dieux, ils dansent. Ce sont des danses de colère et de souffrance, une revanche contre l'injustice du sort. Leur tête touche 1000 fois la terre. Ils s'enduisent de boue. Leurs femmes chantent des complaintes que je ne me lasse jamais d'écouter. Leurs voix s'élèvent, fragiles ou fortes, elles ondulent. Elles frappent dans leurs mains ou battent la cadence avec leurs pieds nus. Le temps est suspendu à ce cri d'impuissance. Les femmes tordent leurs cheveux mélancoliques. Elles tissent des habits colorés pour les jours de fête, ornent leur corps de parures. Près du foyer, les enfants rachitiques se meurent de fièvre et de maladie. Des marchands en charrette troquent des biens contre de la monnaie, de grosses pièces rondes, moins belles que les cailloux du chemin. Je ne connais pas encore le travail. Je respire, je joue avec l'herbe desséchée, je contemple le ciel et je me roule dans la poussière. Je me souviens de mes frères, du vent, de la montagne que j'ai quittée, des yeux de la bête qui me suivent. Je sais ce qu'est le temps qui passe. Les journées sont encore longues, mais au crépuscule de ma vie, elles raccourciront. Le temps se renfermera sur lui et m'emprisonnera dans une obscurité éternelle. Les contrées se suivent les unes après les autres. Je vois au loin des montagnes, des pics boueux qui n'ont pas la majesté éclatante de ma jeunesse. Elles sont traversées par un cours d'eau impétueux, un fleuve qui pourrait être celui des enfers, tant il est chargé d'impureté, tant ses eaux sont troubles. Je voudrais m'y rafraîchir, mais je serais emporté par le courant. Il n'y a maintenant plus que ces masses marron à perte de vue et cette eau capricieuse de la même couleur. Je rencontre un compagnon. Nous faisons route ensemble. Nous parcourons les montagnes dépeuplées. Nous nous saoulons, convaincus de notre impunité. Satisfaits, nous nous allongeons sur de la paille. Le vin m'a fait oublier les yeux de la bête.
Nous regardons les étoiles. Elles sont inatteignables. Des points lumineux qui éclairent et disparaissent lorsque le jour se lève. Nous nommons le réel. Nous brisons l'être. Je deviens mortel. Je lui raconte ce que j'ai vu. La nature ne m'est plus transparente. Elle m'est extérieure. Nous répétons des rites virils, nous mangeons les bêtes, nous les dépeçons. Nous comparons nos forces, nous faisons la course et nous montons aux arbres. Nous fabriquons arcs et flèches. Nous nous mêlons aux autres mortels. Nous partageons leurs repas. J'apprends leurs coutumes. Je vois mon image se refléter. J'étudie mon ombre. Nous avons perdu notre innocence. Et nous cherchons à prendre femme. Dans un village reculé, nous convoitons la même femme. Elle a les flancs larges. Elle sait attiser le feu. Elle ne parle guère. Sa voix est rauque. Plus qu'une voix, c'est un râle. Son chant monte jusqu'aux nuages. C'est le chant des sirènes, de la discorde. Elle se pare de colliers, elle maquille son corps et son visage, brûlés par le vent. Elle tresse ses longs cheveux noirs. Le soir, elle nous rejoint. Nous la soumettons à notre volonté féroce et insatiable. Mon compagnon et moi sommes des hommes. Nous voulons posséder, nous voulons régner. Nous devenons ennemis. Nous nous battons pour régner sur le village. Notre lutte à mort dure 3 jours et 3 nuits. La femme assiste silencieuse à notre combat. Je tue mon frère. Pour prendre sa force, je partage sa dépouille avec ma femme. Je suis maintenant le chef. Je me reproduis. Ma femme, au visage brûlé, donne naissance à des enfants bruns qui réclament et gémissent. Merci, c'est moi. Merci. Je vais parler un peu des 2 autres romans, mais peut-être avant ça, puisque c'est l'extrait qu'on vient d'entendre. Le roman d'Yuan, Un kilo de concombre, s'ouvre sur donc, un texte qui est sous le titre Le Fou. Donc il y a cette espèce de voix mythologique qui est en dehors du cœur du récit lui-même, et qui revient, qui nous parle des transformations du monde, et qu'on retrouve intercalé entre les différents chapitres. Donc est-ce que tu peux nous parler justement de cette voix? Est-ce que tu as voulu faire avec cette voix dans le récit? Alors c'est une voix qui effectivement n'a absolument pas d'incidence sur la narration et qui est écrit à la première personne, alors que tout le récit est écrit à la 3e personne et vu à travers Xiaofei, le personnage principal. Tandis que là, c'est vraiment un personnage totalement mythologique qui raconte d'abord son enfance, qui intervient presque comme un préambule dans vraiment c'est l'ouverture du roman, et ces passages, disons ces espèces d'inserts, ponctuent absolument tout le roman. Donc c'était pour moi une façon d'ouvrir le livre à une réalité, enfin plutôt à une vérité qui ne serait pas uniquement anthropologique et documentaire, parce que c'est quand même un roman qui est très ancré dans la Chine contemporaine, dans un quartier, donc le lieu et l'époque ont une importance capitale, et c'est très, et il y a une description voilà presque anthropologique du quotidien. Et ouvrir le récit sur quelque chose, sur une voie totalement intemporelle et sur un espace-temps tout à fait disons mythologique et universel, c'était une façon de déplacer le récit et de lui donner une portée qui ne serait pas uniquement l'ici maintenant, mais de vraiment l'ouvrir à ce qu'est la condition humaine et ce que c'est que l'homme dans l'univers, plutôt que juste l'homme chinois en Chine, plus précisément à Shanghai. Donc c'était ça, disons, l'enjeu. Et ça m'est venu d'une façon qui n'est pas forcément, disons, naturelle, mais quand même un peu. C'est-à-dire que j'avais été très frappée par les dialogues avec Leoko de Pavese. Et moi, j'en avais vu surtout le côté, disons, très mythologique et poétique.
Et j'ai vu des films d'Estraube qui ont repris vraiment tous ces dialogues et qui les ont mis en scène. Et là, le caractère, disons, dialectique est vraiment politique, transposé pourtant dans un discours, disons, mythologique, apparaissait clairement. Et en fait, c'était vraiment le but, c'est-à-dire de montrer, avec un air très philosophique et taoïste, un niveau qui est tout à fait universel et intemporel, presque la lutte des classes d'une certaine façon. Donc c'était un peu ça. Je ne sais pas si je réponds exactement. Mais... Si, mais on va revenir sur la dimension poétique des romans justement. Et peut-être avant, comme il y a pas mal de thèmes traversants, je voulais quand même dire un mot des de tes deux autres romans. Donc en commençant par Intermittence. Donc Intermittence, c'est un roman qui est paru en 2010. C'est le journal sur une année d'un jeune homme qui, a priori, comme ça, est plutôt très sérieux, plutôt routinier. Alors cet homme a une passion qui est la peinture, et pour réussir à peindre et pour pouvoir gagner sa vie en même temps, il cherche à obtenir le statut d'intermittent du spectacle en obtenant des rôles de figuration dans des films. Mais c'est compliqué, et sa bonne volonté, elle se heurte à des tas d'obstacles. La difficulté d'abord d'obtenir ces rôles de figuration, ensuite l'exploitation des figurants sur les plateaux de tournage, et puis à la complexité des textes qui régulent le statut des intermittents, à tous les obstacles, quasiment tous les pièges qui sont tendus par l'administration pour limiter le nombre d'individus qui arrivent vraiment à obtenir ce statut d'intermittent. Alors ce narrateur a une petite amie qui s'appelle Pauline, qui est tout à fait insouciante et fantasque, et d'autant plus insouciante qu'elle elle est issue d'un milieu bourgeois, elle est soutenue par ses parents qui l'entretiennent financièrement, donc bon, c'est plus facile. Donc cet homme, on assiste avec son journal à une sorte de dérive, sous les yeux de sa petite amie, sous les yeux d'un chat qu'elle a adopté, qui est absolument épouvantable et insupportable, qui s'appelle Belzébuth, et sous les yeux d'un tableau, il a une reproduction au-dessus de son bureau de La Folle de Soutine, par lequel il est complètement fasciné. Et donc il sent en fait qu'il est en train de dériver, de plonger progressivement vers la folie, avec le chat Belzébuth qui est un peu le témoin de cette descente aux enfers. Donc tout a l'air de lui glisser entre les doigts, la possibilité de peindre, le statut d'intermittent, sa petite amie qui s'éloigne, et il est vraiment, et puis bon, tout le côté inhumain des agences pour l'emploi, des textes administratifs. Et alors ça prend quasiment une teinte fantastique, puisqu'il a des transformations physiques, il a ses dents qui se déchaussent, ses gencives qui changent de couleur, au fur et à mesure qui dérivent dans cette sorte d'angoisse. Donc en fait il écrit un journal pour essayer d'ordonner ses pensées, mais ce journal pour ordonner ses pensées, en fait ça devient plutôt le témoignage de sa dissolution. Et donc c'est lui aussi un homme très sensible, un espèce d'anti-héros, qui est vraiment désarçonné par l'inhumanité et le mouvement du monde contemporain. Voilà, c'est un récit surréaliste, vraiment très poétique, que j'ai beaucoup aimé. Et je voulais dire un mot aussi donc, sur ton premier roman, donc Les Insoumises, qui est paru en 2009, je crois. Oui. Donc c'est un roman épistolaire, d'apprentissage, très inspiré de la littérature classique du 19e siècle. On suit la correspondance entre deux amies, Renée et Louise, qui sont très différentes. Renée est très contemplative, Louise est une vraie combattante, et elles ont tous les deux des rêves de justice, de grandeur. Donc le roman démarre alors que Renée part en Italie pour poursuivre ses études. Donc là en Italie, elle est rêveuse, elle est frivole, elle est velléitaire, elle imagine sans arrêt des ponts entre les scènes qu'elle vit dans sa vie et les œuvres classiques qu'elle a lues. Elle s'imagine qu'elle devient une grande artiste peintre, qu'elle devient une réalisatrice de cinéma reconnue, donc elle a des rêves de grandeur. Mais en fait, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est flâner dans les rues, rester dans son lit, lire, goûter les délices de la cuisine italienne et profiter de la douceur de la vie. Donc il y a la correspondance, les lettres qu'elles échangent avec Louise, qui elle est restée à Paris, qui elle est révoltée, elle est vraiment enragée, combative, enragée de la société marchande, de l'exploitation. Elle rêve de dynamiter le monde. Donc c'est d'une œuvre très classique, et ce qui est vraiment beau dans ce roman, c'est que c'est des jeunes filles très modernes, elles sont dans leur temps, mais en même temps elles ont l'air d'être des héroïnes d'un autre temps.
Donc à travers ces 3 livres, je voulais te poser une question sur ces héros qui ont souvent l'air d'avoir du mal à être en prise avec le réel, avec un monde contemporain qui est très cruel avec eux, et qui vivent souvent à travers leurs fantasmes, donc en particulier Xiao Fei et René notamment. Donc on a l'impression que leur vie appartient au passé, mais en même temps c'est pas du tout des romans nostalgiques, ça a l'air plutôt des récits de désillusion. Voilà, donc je voulais savoir si c'était juste. Mais oui, c'est ça, mais c'est que c'est des personnages qui sont tous très idéalistes et qui vivent dans un monde un peu fictionnel. Mais en même temps, c'est-à-dire que ce sont des personnages modernes. Ils n'échappent pas quand même à leur... Ce ne sont pas des personnages de leur temps d'une certaine façon, mais des personnages modernes. Ils vivent quand même, ils sont nés à une certaine époque, ils sont tout de même marqués par une certaine époque. Mais disons que le discours progressiste est quelque chose auquel finalement l'individu peut-être ne peut pas correspondre. Donc effectivement, ce sont toujours des personnages qui sont décalés, c'est pas des personnages exemplaires, disons comme certains romans où il y a une situation initiale avec un personnage qui est vraiment, disons, de son temps, qui adhère à une idéologie dominante. C'est pas tout à fait ça, ils sont quand même en léger décalage par rapport à ce discours, ils ont un regard critique qui devrait les armer d'une certaine façon plus contre le monde, puisqu'ils savent où ils peuvent être, où les attendent certains écueils, et en réalité, même cette lucidité qu'ils ont ne leur permet pas d'y faire face. C'est un peu ça, disons, de façon un peu schématique, le point de départ des 3 romans. Quoique le peintre d'intermittence, lui, soit plus tranquille au début. Enfin, il n'est pas cette lucidité-là, il est quand même très optimiste. Mais, de par sa profession et le fait qu'il ne connaisse pas réellement le monde du travail, son discours est forcément déjà en porte-à-faux par rapport à un discours dominant qui valorise le travail, l'efficacité et une forme de soumission. Et finalement, leur lucidité est presque un empêchement à leur réalisation concrète dans le monde, non ? Oui, non mais ça c'est sûr, mais en même temps, si ils réussissaient totalement dans le monde, disons, je pense qu'en tout cas moi j'arriverais pas à écrire de romans, donc peut-être. C'est-à-dire ça n'aurait pas le même intérêt, ou Bien sûr. Ça serait tout à fait un autre roman, ou en tout cas une veine, disons, romanesque qui n'est pas la mienne. Donc Alors souvent ces personnages, en particulier Xiao Fei, ils passent leur temps à rêver, à fantasmer sur donc pour Xiao Fei, c'est sur l'amour de sa cousine, sur le fait qu'ils soient un lettré, qu'ils soient un maître de la calligraphie, qu'ils soient reconnus comme ça. Et en même temps, on voit dans le roman qu'il a une forme d'ironie lui-même vis-à-vis de son inspiration, elle est grandiose. En même temps, il se rend compte qu'elle est irréaliste, il n'y croit pas lui-même. Et puis, il est toujours atteint par cette espèce de torpeur. Donc, est-ce qu'il y a à travers ce roman un pessimisme sur le rôle que la culture peut jouer ou... Non, pas vraiment. C'est plutôt que... D'abord, je ne dissocie pas vraiment forcément le monde de la culture, c'est-à-dire le quotidien de la culture. C'est des sphères qu'on a séparées, mais qui pour moi peuvent tout à fait être liées. Et ce sont des personnages qui tous ont quand même l'idée d'une reconnaissance sociale, à des degrés différents, mais qui quand même, vivant justement dans la société, l'ont intégré. Et en même temps, ils sont très lucides sur cette espèce de rêve qu'ils ont d'être reconnus, puisque aucun ne réalise réellement quelque chose. Ou alors c'est toujours des réalisations en puissance, mais qui ne sont pas réalisées. Et peut-être même pas réalisables. Donc d'ailleurs, ces 3 personnages qui sont... Enfin, 4 personnages qui sont quand même très lucides sur ce qu'ils sont. Et qui de temps en temps ont une espèce de sont exaltés, ils sont tous les 4 assez exaltés, mais à un moment il y a toujours la confrontation avec le réel qui finit par les frapper, et qui fait que bon, ils doivent se rendre à l'évidence qu'ils sont ni peintres ni réalisateurs, mais c'est aussi parce qu'on vit dans une société où l'art et la réalisation par l'art ou par la culture est très valorisée. Donc mais pour le personnage
de Xiao Fei, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, justement, dans un monde extrêmement marchand, ce retour à la calligraphie et donc à la contemplation, à un art qui disparaît, puisque même l'écrit en Chine, la calligraphique disparaît totalement, le caractère chinois, l'idéogramme est voué à disparaître. C'est une façon de protester, ou en tout cas d'être dans une forme de résistance. Et tu considères justement qu'il y a une dimension politique forte dans ça? Alors, politique, ça c'est quand même beaucoup dire, mais en tout cas, il y a un refus chez lui, vraiment dans tous ses gestes presque. C'est ce qu'il définit, c'est le refus. Donc, le refus de travailler, le refus même quelquefois d'être dans sa famille ou avec sa famille, et aussi d'adhérer donc avec un discours qui l'entoure, avec le discours qui l'entoure. Alors une des choses qui le relie vraiment à la réalité, c'est la nourriture. Comme si vraiment son appétit de vivre, c'était l'appétit de manger. Et puis bon, évidemment, il y a le titre du livre, 10 yuan, 1 kilo de concombre. Donc j'aimerais bien que tu nous parles justement de ce rapport à la nourriture et du choix du titre. Le rapport à la nourriture, il est lié à il y a deux choses. La première, c'est qu'en Chine, la nourriture a quand même énormément d'importance. Ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai été en Chine, c'est l'abondance de nourriture. L'abondance dans le sens où il y a quand même beaucoup de petites échoppes et les gens ne parlent que de ça, ils font tout le temps à manger. La vie est quand même... D'ailleurs, pour dire bonjour en chinois, avant on disait « est-ce que tu as mangé ?» C'était vraiment une des choses qui rythme la vie, qui est la chose la plus importante. Mais c'est vrai, puisqu'il faut quand même... c'est ce qui maintient aussi en vie. Et puis il y a eu aussi quand même... donc ça c'est l'aspect vraiment sociologique. Et c'est qu'il y a eu aussi des famines terribles en Chine avant la révolution culturelle. Et qu'en Chine, il y a encore... ils mettent beaucoup d'huile, beaucoup de sucre parce qu'ils en ont manqué. C'est aussi ça alors qui se confond avec l'abondance marchande et l'image qu'on peut avoir aussi des États-Unis, quoi, de cette espèce de surabondance même de nourriture. Alors ça, c'était, disons, l'aspect très prosaïque, quoi. Après, l'autre chose, c'est qu'effectivement, manger, pour lui, c'est rester en vie. Et c'est alors qu'on voudrait que sa classe, ce qu'il représente, meure, disparaisse, lui mange et donc ingère le réel et résiste aussi de cette façon-là. Et alors sur le titre ? Alors sur le titre, c'est un peu un hasard, c'est que la première page que j'ai écrite commençait par 10 yuan, 1 kilo de concombre. Et comme j'écris sur ordinateur, le fichier s'est enregistré sous ce nom. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé que le titre était bien, donc en fait, ça résumait bien le livre. Parce que mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Voilà. Alors, il y a une autre chose qui est fascinante dans ce roman, c'est que la famille, Xiao Fei et sa famille, ils ont l'air très très vivants, vraiment très réels, notamment avec ce rapport à la nourriture. Et puis autour d'eux, il y a les voisins qui progressivement disparaissent au fur et à mesure que les pelleteuses arrivent, que le quartier autour est détruit. Et il y en a un notamment qui s'appelle Monsieur Li, qui est une espèce de sage. Et donc ils disparaissent et finalement à un moment on se demande si c'est pas le personnage principal qui les a rêvés, quoi. On a l'impression qu'ils sont quasiment comme des fantasmes. Oui, alors Monsieur Li pourrait ne pas exister. D'ailleurs, le Xiao Fei à un moment se le demande. Il dit mais peut-être qu'en fait je l'ai complètement fantasmé et rêvé. Et il est le pendant aussi de cette voix, de ce jeu extra-diégétique qui ponctue le récit. Et à un moment, il disparaît, il finit par... il est aussi très lié à une pureté... au fantasme de la montagne, de quelque chose de totalement transcendant. Et il ressemble aussi, quelquefois, on peut se demander s'il n'est pas comme la cousine. C'est-à-dire c'est des personnages qui ont un peu le même statut, qui sont là sans vraiment être là, dont la présence n'est jamais attestée, et qui en même temps permettent au personnage principal de s'évader. Donc dans le rêve, mais de s'évader, et qui nourrissent toute cette exaltation qu'il peut avoir et qui permettent, d'un point de vue vraiment strictement narratif, qui nourrissent le dialogue intérieur, et le monologue intérieur.
Et puis il fallait quand même un peu d'action, donc par exemple la cousine, c'est quand même une partie très importante parce que c'est un peu une histoire d'amour, que ça permet aussi une ouverture par rapport au lit long qui est très fermé, et que elle est le fil qui le conduit vers la découverte aussi de la ville. Si on va vite. Alors après, les autres personnages de la famille sont aussi assez fascinants, et notamment la mère, donc qui s'appelle Vieille Mère, on a l'impression qu'elle est en délitement, que son corps est en train de partir en morceaux, et comme la maison, quoi, parce que la maison elle-même, non seulement elle est menacée de destruction, mais elle se délite complètement. Et alors à la fois il est dégoûté par le corps qui se délite de sa mère, et en même temps il a une grande empathie vis-à-vis d'elle. Est-ce que tu peux nous parler de la place de ce personnage? Alors la mère, quand elle apparaît, je pense au début, elle est extrêmement réelle, et lui n'aime pas beaucoup sa mère. Enfin, il a quand même un rapport qui n'est pas simple à sa mère. Et petit à petit, alors qu'elle est vraiment de plus en plus pénible à porter, elle est encombrante, mais elle incarne, elle se met à incarner chaque jour davantage, elle devient la cristallisation emblématique du récit de la destruction, disons, de ces quartiers-là. Et elle est un peu un personnage beckettien, c'est-à-dire qu'elle est réduite plus qu'à, disons, aux expressions corporelles les plus... les plus dégoûtantes, ou en tout cas les plus basses. Effectivement, et d'ailleurs elle-même réduit tout en poussière, donc c'est-à-dire qu'elle a une part passive, puisqu'elle subit l'âge, et en même temps elle a presque une part active dans cette destruction, dès qu'elle a un tissu, elle le déchire, elle déchire ses habits, elle crée le désordre, elle est en même temps elle aussi une forme presque de travail du négatif, ou de mouvement de destruction, quoi. Donc voilà, elle est ambiguë comme personnage. Je pose une question par rapport à ça. Mais cette femme si prosaïque, c'est aussi un lien avec le monde passé de son père, du père du personnage. Aussi, oui, c'est vrai. Qui est loin d'être prosaïque. Le monde très fantasmé et très idéalisé de la famille de Xiao Fei, non? Oui, il y a ça, mais en même temps, elle est le côté, justement, elle est l'inverse du père, qui est... la mère, elle est... Qui est un pur esprit, qui était droit, qui est un peu l'exemple presque confucéen du père et du rapport. Et il y a un peu toute la déviance de son rapport, justement, à sa mère, parce que en même temps, dans le rapport à sa mère, il finit par y avoir de la piété, mais au début, il n'y en a pas. Il y a plutôt une forme de rancune ou de sentiments malveillants à son égard. Et on y voit aussi, disons, l'ambiguïté du personnage. Je voulais reparler du personnage d'intermittence, parce que je trouve qu'il y a une dimension très particulière dans ce roman-là, qui est la dimension justement fantastique du récit, contrairement aux autres, où le narrateur voit son physique qui se transforme au fur et à mesure du récit, et alors que la folie le gagne, avec ses dents qui se déchaussent, avec ses gencives qui changent de couleur. Donc je voulais savoir, je sais pas, quand on lit ce roman, on pense à Poe, ou on pense à Kafka, donc je voulais savoir s'il y avait des influences comme ça qui... Poe, beaucoup. En plus, j'avais lu peu de temps avant, Poe peu de temps avant. Kafka, je le connais beaucoup moins bien. J'ai lu America, mais il y a peu de rapport entre America et ce livre-là, mais je pense que c'est parce que c'est toute la description de la bureaucratie et comment disons, est abordé sous un angle qui justement là n'est pas uniquement documentaire. Mais aussi parce que ça a été beaucoup fait, quoi, de parler des méandres, de l'administration. Donc je voulais pas faire ça, et puis je trouvais que le récit ne s'y prêtait pas. Donc peut-être pour ça ressemble un peu à Kafka, mais non, je me suis beaucoup... ce qui m'a beaucoup influencé pour ce livre, c'est Le Golem de Merenc, et aussi un livre d'un russe qui s'appelle L'Attrapeur de rats, qui s'appelle Alexandre Green, qui est peu connu, qui est un tout petit livre,
et qui est vraiment très beau et qui est fantastique. Et dont le sens d'ailleurs n'est pas est tout à fait fuyant, quoi. C'est très compliqué de comprendre quel est le sens du livre. Et par contre, ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, je lisais un livre de Rilke, donc qui sont les carnets de Matt Lorelis Bridge. Oui. Et il y a des... et je l'ai lu maintenant, je ne l'avais pas lu avant, et il y a 2 ou 3 choses où je me suis dit, tiens, c'est drôle, il y a des... Parce qu'il voit des signes, dans Intermittence, il y a tout un rapport justement à la pauvreté, à la déchéance, où le personnage qui était plutôt rangé, pas de bonne famille, mais... très sérieux. Sérieux, propre sur lui, et qui tout d'un coup se délabre physiquement, dont l'aspect... même social, commence à se dégrader. Et il finit par voir des gens dans la rue il a l'impression que c'est des signes et que ces personnes-là l'appellent à lui et qu'il va finir par devenir comme eux et que finalement il n'y a pas de différence entre eux et lui. Et dans les premières pages des carnets, il y a ça, alors ça m'a un peu étonnée. Mais bon, ça avait déjà été fait. Donc ça veut dire qu'il y a une tradition, disons, littéraire européenne forte de ce type-là. Alors un des thèmes communs qu'on retrouve dans les 3 romans, ça a l'air d'être l'impossibilité d'être un artiste et l'impossibilité d'écrire. Ce qui est en même temps paradoxal, en ayant commencé par un roman épistolaire où ce que font les 2 héroïnes, c'est s'envoyer des lettres. Donc est-ce que ça c'est juste C'est-à-dire que c'est plutôt l'impossibilité presque de penser que d'écrire, et ça serait, disons, l'écriture de l'après-catastrophe. Enfin, c'est ce que Adorno dit à propos de Beckett, où il explique que fin de partie, c'est sur l'après-catastrophe. Alors d'une certaine façon, effectivement, en beaucoup plus atténué, parce que le langage existe quand même dans mes livres, il n'a rien d'absurde. Ça serait un peu l'idée, quoi. C'est de quelque chose qui est en train de disparaître, mais qui n'est pas uniquement, disons, l'écriture, mais qui est presque le langage, quoi. Ou le discours, mais ce qui va avec l'idée de la dialectique, quoi. Enfin, de l'idée d'une confrontation, et de l'idée même d'histoire, en fait, de comment est-ce que l'homme vit l'histoire. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, c'est peut-être confus. Est-ce que vous avez des questions pour Célia? En fait, quand j'ai lu votre bouquin, j'ai pensé aux pétitionnaires, le documentaire chinois. Et, parce qu'il y a le même type d'ambiance en fait. Autour, les pétitionnaires, en fait, c'est un documentaire. De Chao Liang. Hein, de Chao Liang. Voilà, c'est ça. Oui, je l'ai vu. Ouais. Et en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un jeune documentariste chinois qui a suivi des pétitionnaires qui vont à Beijing et qui suivent en fait un système qui date de l'époque des Ming, en fait. Où, à l'époque des Ming, en fait, ils s'étaient rendu compte que ça ne marchait pas, leur bureaucratie. Et donc, il y avait un système qui permettait aux gens qui avaient des soucis avec l'administration d'avoir une audience directe avec l'empereur de Chine. Et donc, les gens arrivaient, ils venaient des provinces, dès qu'il y avait des problèmes de corruption, et puis voilà, ils disaient il y a tel fonctionnaire, il paye des impôts monstrueux, enfin, ça va pas du tout. Et ils amenaient avec une liste de doléances, et puis de temps en temps, il y avait une audience, et puis ça marchait. Et le principe fonctionne encore, en fait. Il y a des gens qui vont à Beijing, encore, des paysans, et puis qui expliquent, voilà, là c'est la catastrophe, c'est pas possible, une loi austère, enfin bon. Et puis le Parti communiste, en fait, il empêche ça. Il fait tout pour l'empêcher, et ce jeune documentariste a filmé ces gens pendant des années. Et donc, on voit des familles de Chinois qui arrivent avec des trucs épouvantables, et on les voit devenir fous, littéralement. On les voit écrasés par le Parti communiste, la bureaucratie, tout l'appareil répressif communiste. Et c'est un truc qui est super bien, parce que, à la différence de beaucoup d'intellectuels chinois, il y a beaucoup d'empathie pour ces gens du peuple. Parce que, traditionnellement, la plupart des intellectuels chinois sont du côté du manche, quoi. Enfin, voilà, c'est les conseillers de l'empereur, c'est les conseillers de la bureaucratie, et donc, voilà. Les gens qui n'écoutent pas, c'est leur faute, quoi. Et celui-là, ce jeune cinéaste,
cinéaste, justement, non, il les a suivis, il les a écoutés, il les a montrés. Et il a vraiment fait un truc qui est merveilleux parce que non seulement il les suit, mais en plus, au point de vue esthétique, c'est magnifique. Et le dernier plan est extraordinaire. En fait, on les voit, on voit Beijing changer, se moderniser, parce que c'est avant 2008, avant les Jeux Olympiques, et donc toute la ville est en train d'être reconstruite. Et on voit ces pauvres gens qui deviennent de plus en plus pauvres, de plus en plus... on les voit, quoi, ils sont envoyés en asile psychiatrique, ils reviennent, parce que voilà, on leur a fait... on les a trahis, enfin, donc ils reviennent absolument pour demander réparation, et on les voit qui deviennent des clochards, qui perdent la raison, qui deviennent de plus en plus cinglés, et on voit la ville qui se modernise avec ses hôtels, et qui écrase de plus en plus ces gens, parce que voilà, c'est des tours immenses, et puis ces gens-là, c'est des silhouettes, et qui disparaissent, qui se retrouvent planqués sous les ponts qui apparaissent, et ainsi de suite. Et le dernier plan, ça m'a vraiment fait penser à votre avis. Je me demande, est-ce que vous avez été influencé par ce documentaire quand vous avez écrit votre roman? Vous l'aviez vu avant ou... Je l'ai vu pendant. Je l'ai vu plus ou moins pendant. Et j'ai vu énormément effectivement de films, ce qu'on appelle les films indépendants, le cinéma indépendant chinois, qui est un cinéma qui est très difficilement visible. En Chine, il est pas... Ceux qui... Il y a le cinéma des Ursulines, Oui, mais j'étais à ce festival-là en fait. Oui, je connais ce festival, c'est organisé par Arsenica, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et je l'ai vu dans ce cadre-là, je l'avais vu avant, parce que je crois que j'avais un DVD de Lina, ou quelqu'un me l'a passé. Et j'avais suivi justement ce cycle de cinéma indépendant chinois que j'avais vu un peu à Pékin. Mais c'était très étrange et dans des conditions étranges parce qu'ils passent pas du tout en Chine, ils sont interdits, ils passent dans les universités, enfin vraiment c'est c'est plus que underground, c'est pratiquement impossible de les trouver. Et c'est souvent très intéressant. Alors si c'est pas esthétiquement beau, en tout cas sociologiquement c'est vraiment intéressant. Enfin, du point de vue de documentaire de ce que ça dit sur la Chine, c'est vraiment bien. Et notamment ce film. Effectivement, toute la partie il y a une partie d'ailleurs sur les pétitionneurs dans le livre et dans ce recours-là, enfin sur ce recours, ce dernier recours qui est d'aller à Pékin demander réparation. Il est inclus dans Diyuan Kyoto. D'accord. Donc oui, il y a un lien, oui. Parce que sincèrement, quand j'ai lu votre roman, j'ai vraiment pensé à ce documentaire. Il y a vraiment... Et c'est le même type de force. Et surtout dans ce documentaire, je trouve que le truc qui est très touchant, c'est que cette pratique de la pétition, c'est quelque chose de l'histoire de la Chine. Et c'est pas quelque chose qui vient de l'étranger. C'est pas un truc qui vient des ONG, qui vient de l'extérieur. Et d'une certaine façon, ça me rappelle le dernier plan du film City of Sin. Mais c'est exactement ça. Où on voit des paysans chinois qui sont devant... Enfin, dans toutes les villes, dans tous les villages chinois, il y a un opéra. Il y a une place pour un opéra, et puis il y a des troupes de comédiens chinois qui font le tour de tous ces villages. Et ce qui remplace l'église, c'est ça, c'est l'opéra. Et dans le dernier plan de City of Sin, on voit des paysans chinois qui regardent un opéra classique chinois, et à un moment, il y a une femme qui chante, et en fait qui explique qu'elle a été torturée, que c'est épouvantable, qu'on est en train de la trahir aussi, enfin qu'on a été injuste avec elle, et elle demande réparation. Et en fait, le dernier plan, c'est quasiment un appel à l'insurrection. On voit tous ces paysans qui écoutent, qui comprennent vaguement, parce que la langue a changé. Enfin, le chinois, bon, c'est facile pour les gens de comprendre quand même, parce que voilà, ça paraît évoluer énormément. Mais il y a quand même, on sent à voir les visages des gens qu'il y a une sorte d'incompréhension. Mais il y a aussi, vu la tension, ils se disent, oui, c'est important. Et dans ce film, justement, à la fin, ils coupent. Au moment où il y a cet appel à la réparation et il y a cette idée donc que ces mécanismes de réparation, ces mécanismes qui avaient été créés pour assurer un minimum d'équilibre, pour lutter contre les inégalités qui étaient instaurées par la bureaucratie, c'est quelque chose de spécifiquement chinois. C'est une sorte d'occasion manquée. Parce que dans l'histoire, ça ne s'est pas développé. Ça n'a pas abouti à l'état de droit comme en Occident. Et je trouve que c'est un aspect qui est très intéressant dans le documentaire et que je trouve qui apparaît un peu dans votre roman, justement. L'idée que dans la culture chinoise, il y a quand même des racines de choses qui auraient pu exister, qui n'ont pas existé parce que l'histoire a fait que ça n'a pas pu se développer. Mais il y a une sorte de regret, il y a un côté un peu amer là-dessus, regarde ça. Voilà.
Oui, non, c'est vrai. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on peut boire un verre. N'hésitez pas à continuer à discuter avec Célia, à faire signer des livres. Moi, j'ai peut-être une dernière question, mais en fait, je trouve qu'il y a dans tes 3 livres, il y a, je trouve qu'il y a enfin peut-être pas moins dans le dernier, mais quand même je te retrouve bien. Il y a toute une partie assez personnelle en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose, enfin, tu fais feu de tout bois, je trouve, de tes expériences personnelles. Tu as vécu en Chine, enfin, finalement, enfin, pas hyper longtemps. Ouais, un an. Un an, Ouais. Et je trouve que finalement, enfin, un peu comme ton expérience en Italie pour les insoumises, l'intermittence, enfin voilà, des choses. En fait, j'ai l'impression que le monde te traverse et enfin que tu chemines de par le monde plutôt et j'ai l'impression que ça en fait toujours un objet littéraire et artistique en fait. Je te trouve une parenté avec les personnages, même lointaine. Est-ce que pour ce dernier personnage, ça a été le cas aussi? Alors ça, c'est difficile de répondre à ce genre de questions parce que non mais c'est intéressant, mais c'est difficile parce que je pense que de toute façon, enfin peut-être il y a des gens qui arrivent à créer depuis rien ou en parlant d'expériences qu'on leur a racontées, mais enfin, il faut quand même un peu de matière et donc bah, je me suis servi de la matière la plus directe, disons, de celle dont je pouvais parler. J'essaye de plus en plus de prendre des personnages loin de moi pour que justement il y ait plus de place pour la fiction, même si dès le premier j'avais quand même décidé que c'était une fiction, que c'était pas du tout une autobiographie, ça ne l'est pas, ce qu'on appelle maintenant une autofiction, mais ça, c'était vraiment, pour moi c'était vraiment pas de cet ordre là. Le deuxième non plus, d'ailleurs c'était quand même un homme qui parlait, et là le troisième c'est un homme qui plus est cinquantenaire et vit très très loin et dont les préoccupations sont quand même pas tout à fait les miennes. Mais effectivement, je pense qu'on est toujours, enfin, il y a toujours une part de l'auteur, qu'on le veuille ou non, c'est vrai, il y a toujours une part de l'auteur dans ces personnages. Oui, mais dans ce développement, en fait, enfin, dans cet éloignement de toi, en fait, ça te fait quoi, en fait, de travailler sur un personnage qui est un peu plus loin de toi que peut-être les personnages principaux des Insoumises, par exemple? Voilà, je sais pas si je réponds vraiment, mais c'est un il, c'est pas un jeu. Donc ça demande beaucoup plus de travail. Enfin, non mais ça demande nettement plus de travail et d'imagination d'une certaine façon. C'est-à-dire que vraiment le processus d'identification doit travailler beaucoup plus. Enfin, il doit être travaillé beaucoup plus et ça demande aussi de laisser le personnage beaucoup plus libre et de contraindre beaucoup plus l'écriture. Enfin, c'est-à-dire que c'est des choses ce qu'un jeu peut dire, parce que justement c'est sous la forme d'une lettre qui est très libre, où on peut sauter du coq à l'âne et on peut mettre ça sur le compte du genre, le journal c'est pareil. Là il y avait une rigueur qui a été imposée justement par le fait que c'était un il et par le fait que c'était un personnage extrêmement extérieur, et ça demandait, disons, oui, plus de rigueur et donc plus de travail. Voilà. C'est très réussi en tout cas. Est-ce que je peux te poser une question? Bon, c'est pas une question très bien informée parce que je te découvre aujourd'hui et que j'ai juste entendu l'extrait, ce que tu as dit, mais ça m'a interpellé par rapport en fait, donc, à ton dernier roman. En fait, tu avais l'air de dire qu'il y avait une dimension anthropologique. En même temps, j'ai trouvé que dans ce qu'on a entendu, il y avait plutôt je trouvais que ça ressemblait moins à de la description réaliste qu'à de la poésie ou une façon poétique en tout cas de le faire. Et en même temps, j'étais très intrigué par la voix mythologique dont tu parlais et le fait que tu lui faisais, tu l'associais à quelque chose sur la lutte des classes. Alors que, en fait, j'aurais plutôt attendu l'inverse finalement. Avoir plutôt de la poésie de ce côté-là et plutôt de la lutte des classes dans les descriptions. Non mais c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a une thèse sur la transcendance Non, mais c'est vrai que c'est un peu, ce que j'ai dit était un peu paradoxal, mais c'est parce que il y a en fait, même dans la tradition chinoise taoïste, tout un courant presque anarchiste en fait, ou très libertaire,
qui justement combat l'idée même de propriété, mais de façon assez ironique et drôle et poétique. Donc c'était plutôt dans cette... Et puis bon, comme j'ai dit, il y avait aussi l'influence de Pavese qui concordait, mais c'est-à-dire que c'est un peu, c'est le double de ces descriptions très quotidiennes en fait, très triviales, enfin, parce que la réalité anthropologique qui est décrite dans le livre est vraiment très triviale. C'est des descriptions enfin, c'est assez organique même, et le contrepoint, disons, c'est cette voie comme ça mythologique, mais il y a quand même l'idée de l'homme, du rapport de l'homme à Dieu, du rapport de l'homme à la nature. Quand je dis lutte des classes, c'était un peu comme ça, mais de cet antagonisme, disons, sur justement l'oppression de l'homme par l'homme, ou la création d'un Dieu qui opprime l'homme, donc presque l'idée d'une servitude volontaire. C'est plutôt dans ce sens-là, mais c'est pas directement politique. Tandis qu'effectivement la partie presque anthropologique l'est plus, mais sans qu'il y ait de déclaration. Enfin, c'est pas, je voulais pas non plus faire une espèce de brûlot de déclaration politique, parce que c'était pas du tout c'était pas non plus le propos du livre. C'est pas le message de l'auteur, quoi. Bon, le message, je sais pas. Si, mais sous forme littéraire. Ça donne envie de le lire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.